Dossier délicat. Votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Dossier délicat, je vais vous parler de l'enlèvement de la petite Natacha Kampusch, qui avait 10 ans au moment des faits et qui sera gardée captive plus de 8 ans. Elle réussira à trouver des ressources extraordinaires et un courage fabuleux pour vivre cet enfermement et surtout pour réussir à s'échapper. Elle pensait pouvoir être libre et sereine une fois dehors, mais c'était sans compter la bêtise humaine malheureusement. Nous sommes le 2 mars 1998. Au matin, Natacha Kampusch, 10 ans, quitte son domicile pour se rendre à l'école. Elle vit avec sa mère dans un immeuble à Vienne, en Autriche. L'école se trouve à 800 mètres. Alors qu'elle est presque arrivée, elle voit une fourgonnette blanche garée sur une place de stationnement. Elle aperçoit un homme mince et pas très grand qui semble attendre quelqu'un. Elle n'a pas le temps de le dépasser. Il la grippe et la dépose dans le véhicule. Le fourgon blanc de marque Volkswagen démarre aussitôt. L'enlèvement n'a duré qu'une poignée de secondes. La mère de Natacha découvre la disparition de sa fille et prévient tout de suite la police. La piste de la fugue est rapidement écartée. Les enquêteurs disposent d'ailleurs d'un témoin convaincant. Ishtar, 12 ans, une camarade d'école de Natacha, qui décrit la camionnette et identifie le modèle. Elle dit avoir vu l'homme s'emparer de la petite fille. La police criminelle de Vienne ne dispose que de maigres indices pour avancer. La piste de la camionnette est la seule qui pourrait porter ses fruits, mais en Autriche, tous les artisans et livreurs roulent dans ce genre de véhicule. 776 propriétaires sont questionnés, mais les alibis ne sont pas vérifiés avec rigueur. Toute l'Autriche est tenue en haleine par cette disparition. Des avis de recherche sont distribués dans tout le pays. L'enquête ira même jusqu'en Hongrie, et puis les années passent, et toujours aucune nouvelle de la petite Natacha. On accusera un temps l'ogre des Ardennes, Michel Fourniret, mais ce n'était pas lui. Ludwig Koch, le père de Natacha, avait aussi accusé son ancienne associée d'être impliquée dans la disparition de sa fille, une accusation dont il s'est excusé depuis. Et puis, comme souvent, pour ne pas dire toujours, on en vient à accuser la mère, Brigitta Cierny. Elle se serait disputée avec sa fille le matin de la disparition. Les rumeurs, les messes basses, les ragots vont bon train. Le temps passe, et l'Autriche reprend sa vie et oublie petit à petit la pauvre Natacha, pensant que la malheureuse est certainement décédée. Les parents, qui étaient séparés au moment de la disparition et qui divorceront par la suite, y croient toujours. Ils continuent de donner des interviews. Pourtant, même s'ils s'efforcent d'y croire, les jours, puis les semaines et les années passent. 8 ans. 3096 jours pour être précis. Le 23 août 2006, à Strasshof, à 30 km de Vienne, une jeune femme est en train de nettoyer une voiture dans le jardin de son domicile. À 12h53, Wolfgang Priklopil reçoit un appel sur son téléphone portable. Il s'éloigne du véhicule quelques instants à cause du bruit de l'aspirateur. La jeune femme trouve la force et le courage de traverser le jardin et de s'enfuir. Il semble que son ravisseur ne se soit rendu compte de l'évasion qu'après la fin de l'appel téléphonique. Environ 5 minutes après, elle frappe à la fenêtre d'une voisine de 71 ans, en disant « Je suis Natacha Kampusch ». La voisine refuse de lui ouvrir, mais appelle la police, dont des agents sont arrivés sur place à 13h04. Entendant les sirènes de police devant sa maison, le ravisseur présumé prend la fuite au volant de sa BMW rouge. Il réussit à semer ses poursuivants sur le périphérique de Vienne, gare la voiture dans un garage et se réfugie chez un ami. Il lui raconte que la police le recherche après un contrôle d'identité alors qu'il a bu de l'alcool. Il se fait déposer près de la gare de Vienne. À 20h59, Wolfgang Priklopil se jette sous un train de banlieue. Comme une cerise sur un gâteau de lâcheté, il a fait vivre l'enfer pendant 8 ans à cette gamine et maintenant il n'est plus là, laissant seule Natacha Kampusch face au monde.
L'enfer, elle l'a vraiment vécu, au-delà de l'imaginable. Après l'évasion de la jeune fille, la police autrichienne a découvert à l'intérieur de la cache une échelle reliant un lit au sol, ainsi que plusieurs meubles dont des commodes et une étagère. Ces équipements ont été construits progressivement par Pliklopil à la demande de Kampusch. Les premiers mois, sa cellule était quasiment non meublée, elle dormait sur un matelas de plage. Son ravisseur avait installé un ventilateur pour que l'air s'y renouvelle constamment, mais l'appareil, qui produisait un bruit permanent, n'évitait pas l'air humide d'une cave. Il y avait aussi beaucoup de feuilles de papier, des vêtements, des livres, des jeux et des bouteilles d'eau dans la pièce. Natascha Kampusch a été retenue prisonnière par son ravisseur dans une cache sans lumière naturelle, aménagée sommairement dans le sous-sol de l'habitation et qui avait été construite dans les années 60 par le père de Pliklopil, afin d'en faire un abri anti-atomique. Cette pièce était située à 2,50 mètres sous le sol et mesurait seulement 5 mètres carrés au total. La pièce était complètement fermée, avec 2 portes, dont une en acier doublée de béton, quasiment indestructible, et aucune fenêtre. La porte d'entrée était cachée sous le sol du garage par une armoire. Pendant à peu près 2 ans de sa captivité, Pliklopil ne lui permettait jamais de sortir de la cache, même la nuit. Elle a passé par la suite une plus grande partie de son temps dans d'autres pièces de la maison, même si elle était obligée de passer dans la cache la plupart des nuits durant sa captivité. Elle explique dans le journal autrichien News. « Je me sentais comme un poulet en batterie. C'était horrible. J'ai eu une crise de claustrophobie dans cette pièce minuscule. J'ai frappé les murs avec des bouteilles d'eau minérale ou avec mes poings. S'ils ne m'avaient pas fait monter dans la maison pour me laisser plus libre de mes mouvements, je crois que je serais devenue folle. C'était après 6 mois. J'ai eu le droit de monter dans la salle de bain pour me laver, prendre un bain. Durant ma captivité, j'ai souvent souffert de la faim. J'ai expérimenté tout ce que l'on ressent. Malaise, difficulté de concentration, etc. On n'est plus capable que de pensées primitives. Chaque bruit, chaque grattement devient irritant et blessant. Je n'étais pas seul. Dans mon cœur, il y avait ma famille. Les souvenirs heureux étaient gravés. Un jour, je me suis juré de grandir et de devenir plus forte pour me libérer plus tard. J'ai, en quelque sorte, conclu un pacte avec mon futur moi, qu'il viendrait délivrer l'enfant de 12 ans. J'étais plus forte que lui. Il avait une personnalité instable. Il lui manquait quelque chose comme la confiance en soi. Au bout de 2 ans, j'ai pu écouter les nouvelles, lire les journaux. Mais il vérifiait à chaque page que je n'avais pas écrit quelque chose. C'était sa paranoïa. Il contrôlait tout. Chercher si je n'avais pas laissé un message quelque part. J'ai célébré les fêtes d'anniversaire, de Noël et de Pâques avec Monsieur Pliklopil. J'avais besoin de lui pour fêter. Il me faisait des cadeaux, des œufs de Pâques, des cadeaux de Noël. Visiblement, il avait l'impression que, de cette façon, il pouvait dans une certaine mesure compenser l'injustice par rapport aux autres personnes qui vivaient une vie normale. Je crois qu'il avait un très fort sentiment de mauvaise conscience, mais il essayait de le réprimer et de le nier. J'avais le choix entre être seul ou en sa compagnie. Vous ne devez pas trop m'interroger sur M. Pliklopil parce qu'il ne peut plus se défendre. J'ai eu de mauvaises pensées aussi. Parfois, j'ai rêvé de le décapiter si j'avais une hache. Il était très prudent, il ne me quittait pas d'un pouce, il était pris d'accès de panique si je m'éloignais de lui de plus de 3 centimètres. Je devais toujours marcher devant lui pour qu'il m'ait à l'œil. Je ne pouvais me confier à personne parce qu'il me menaçait de s'en prendre à la personne rencontrée si je disais quelque chose, qu'il la tuerait. Il y a beaucoup de gens à qui j'ai essayé de faire un signe, mais naturellement, sur le moment, les gens ne pensent pas à ça. Ça ne leur vient pas à l'idée. J'ai toujours essayé de sourire un peu comme je souriais sur la photo, afin que les personnes rencontrées se rappellent mon portrait. Au début, j'ai d'ailleurs eu du mal à supporter les gens. Je n'avais pas l'habitude. De temps à autre, il a été jusqu'à me suggérer comment je pourrais lui échapper. Cela lui arrivait dans sa paranoïa. C'était presque comme s'il souhaitait qu'un jour je retrouve la liberté.
que ça tourne mal, que d'une façon ou d'une autre, justice soit faite. À ce moment, j'ai su, si ce n'est pas maintenant, le moment ne viendra peut-être jamais. J'ai regardé, il s'est retourné, je lui avais dit durant les mois précédents, « Je ne peux plus vivre comme ça, j'essaierai sûrement de te fuir. » J'avais aussi la hantise de ruiner l'image que sa mère, ses proches, ses voisins et ses connaissances avaient de lui, et de le détruire. Parce que finalement, il paraissait être un type gentil, toujours prêt à offrir son aide. Je ne voulais pas faire cela à sa mère, qu'elle connaisse l'autre profil de son fils. J'étais pleinement consciente, quand j'ai pris la fuite, que je le condamnais ainsi à la mort, car il me menaçait toujours de se suicider. Indirectement, il a fait de moi, comme de l'homme qui l'a conduit à la gare et du conducteur du train, des meurtriers. Wolfgang Priklopil n'avait pas encore 36 ans lorsqu'il a enlevé la petite Natacha. Il est né le 14 mai 1962 à Vienne. Technicien en communication, c'était un homme solitaire. Il n'avait qu'un ami connu, Ernst Holzapfel. C'est lui qui le déposera à la gare. Il indiquera à la police avoir vu Natacha à plusieurs reprises. Un temps soupçonné, il ne sera finalement pas inquiété par la justice. Beaucoup pensent qu'il a été le complice de Priklopil, à commencer par le colonel Franz Kroll, qui a soulevé des zones d'ombre dans cette histoire. Il sera retrouvé mort sur son balcon, une balle dans la tête. L'enquête conclura à un suicide. Il soupçonnait Priklopil et Holzapfel de faire partie d'un réseau pédophile et pensait que le ravisseur de Natacha avait été assassiné car il en savait trop. En effet, son corps retrouvé sur les rails avait été considéré comme trop proprement décapité, si je puis m'exprimer ainsi. Le FBI, qui donnera main forte aux policiers, écartera cette hypothèse. Mais qu'importe. Natacha est libre, elle va pouvoir se reconstruire, ou plutôt se construire. Sa toute première déclaration à la presse sera « Je n'ai pas envie de répondre à des questions sur des détails personnels ou intimes. » Ce que l'on peut comprendre amplement. Elle retourne vivre chez sa mère, mais se rend vite compte qu'elle a besoin de solitude. Il lui faut un appartement. Alors, elle décide, à contre-cœur, d'accorder une interview, moyennant finance, au magazine News. Ces entretiens ont permis à Kampusch de financer son logement et ses études, ainsi que l'accès à un emploi stable. Lors de sa première entrevue, le journaliste Christoph Feuerstein a demandé à Kampusch si elle se sentait seule pendant sa captivité. Elle a répondu « Quelle question ridicule !» et a quitté la salle revenant après une brève pause. Elle a profité de ces entretiens pour faire savoir publiquement certains détails plus précis de sa détention, en particulier les privations de nourriture que son ravisseur lui avait imposées, ainsi que les agressions brutales qu'elle avait subies. Kampusch a également parlé de son insomnie, de son angoisse, de ses blessures physiques et d'autres problèmes de santé. Elle commence à être lassée par les interviews et ces journalistes qui mettent leur nez partout. Elle explique. Ces photos publiées de ma cellule, ça ne regarde personne. Pourquoi les gens qui ouvrent un journal devraient-ils voir ma chambre? Moi, je ne vais pas regarder dans la chambre à coucher des gens. Oui, j'écrirai peut-être un livre sur mon histoire, mais je ne veux en aucun cas que quelqu'un d'autre se proclame expert de ma vie. En 2010, elle sort son autobiographie, 3096 jours, écrite avec l'aide de 2 journalistes. On apprendra aussi qu'il a abusé d'elle et qu'il avait filmé entre autres une de ses agressions. Il l'a filmée aussi lorsqu'elle était aux toilettes et dans d'autres situations ou positions humiliantes. Il admirait Hitler et voulait que je ressemble à une victime des nazis, explique-t-elle. Son ravisseur lui donnait peu de vêtements pour se couvrir, peu de nourriture, l'humiliait, la forçait à des travaux pénibles et lui avait rasé la tête. Un véritable malade. Une relation ambiguë s'installe alors, un syndrome de Stockholm. Aussi monstrueux qu'il soit, elle s'attache à ce fou.
Devenant adolescente, Priklopil s'imagine en couple avec elle. Il l'emmène faire du ski. Un jour, elle se retrouve seule aux toilettes avec une femme. Elle lui explique la situation. Malheureusement, celle-ci est néerlandaise et elle ne comprend pas ce que veut dire cette jeune adolescente amaigrie. Il lui offre des cadeaux aussi. En plus de la séquestration physique, un emprisonnement psychique commence à s'opérer. Au fur et à mesure des interviews, on en apprend un peu plus sur elle et sur le calvaire qu'elle a vécu. Elle travaillera un temps aussi pour une chaîne de télévision autrichienne. Une partie de l'opinion publique commence à se lasser. Si au départ tout le monde se réjouissait de voir réapparaître comme par miracle Natacha, certains commencent à considérer qu'on la voit trop à la télé, qu'elle ne fait ça que pour l'argent, etc. Plus grave encore, elle recevra quotidiennement des messages de haine de personnes tellement peu courageuses qu'elles se cachent derrière l'anonymat. Je cite par exemple « Tu n'es qu'une hypocrite » ou encore « Tu ferais mieux de retourner dans ce sous-sol et te laisser crever ». Ils disent que ma captivité n'a pas pu être si mauvaise. Il existe aussi des groupes Facebook qui publient des blagues sur moi au sous-sol. Ça me fait mal. Les gens agissent comme si cela avait été un coup de chance pour moi d'avoir été enfermé, s'insurge-t-elle. Des messages souvent accompagnés de menaces qui poussent parfois la jeune femme à faire appel à une protection rapprochée. Elle s'isolera un temps, ne supportant plus ses comportements immondes. La justice autrichienne décidera de lui donner, en dédommagement, une partie de la maison de son bourreau, l'autre partie revenant à la mère de Priklopil. Elle rachètera la part de la vieille dame en 2015, conservant ainsi la maison pour ne pas que des personnes mal intentionnées en fassent un musée, dit-elle. Elle n'y vit pas et n'y retourne que tous les 2 mois pour relever le compteur. Les autorités ont décidé de condamner définitivement la cave. En 2016, elle sort un nouveau livre intitulé « 10 ans plus tard ». Natacha Kampusch écrit qu'elle tente de se reconstruire malgré ses traumatismes. Toutes ces années, je me suis concentré sur l'espoir d'un avenir meilleur et un jour, je me suis libéré. J'ai compris ce que je pouvais faire, aller à l'école, avoir des amis, etc. Si elle a repris le cours de sa vie, la jeune femme garde enfouies en elle ses blessures passées. Je ne me sens toujours pas libre, a-t-elle révélé. Quand je me suis libéré, je pensais que les gens seraient heureux pour moi et j'étais convaincu de cela. Du moins, il ne m'est pas venu à l'esprit qu'ils pouvaient m'insulter, me critiquer, a-t-elle lâché avant de révéler que l'attitude des gens n'avait pas changé à son égard. Malheureusement, cela se produit encore et encore. La haine qui me frappe sur Internet est incroyable. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des mensonges et des insinuations qui circulent, écrits par des gens qui ne me connaissent même pas. La théorie du meilleur ami de Priklopil est toujours aussi tenace. Elle accordera un entretien à Caroline Laurent-Simon. Voici un petit extrait. Comment avez-vous pu, après cette si longue séparation, renouer le lien avec votre mère, qui vous élevait seule ? Je m'entends bien avec elle, mais nous évitons de parler de certains sujets douloureux et laissons le temps faire son travail. Nous sommes à la fois aussi proches que possible et aussi éloignés que nécessaire. Ma mère avait perdu une petite fille de 10 ans. À l'époque, le temps s'est sans doute arrêté pour elle. Nous aurons beaucoup d'efforts à faire pour comprendre mutuellement certains stades de nos parcours en l'absence de l'autre. Nous avançons avec prudence. Comment vivez-vous aujourd'hui ? J'ai mon propre appartement, mais ma vie n'est pas encore celle que je voulais, que j'espérais enfant, puis pendant mon enlèvement. J'ai encore des dépendances, des barrières psychologiques et sociales dont je dois me débarrasser, mais je bénéficie d'un suivi psychologique. Vous avez des amis de votre âge, vous vous amusez ? Je vis encore en cercle restreint. Il m'est difficile d'avoir des amis de mon âge. L'amitié, ce n'est pas comme sur Facebook. Je veux qu'on m'accepte comme je suis, Natacha, pas la fille qui a été enlevée. Je n'ai pas vécu mon adolescence ni pu me construire une vie normale avec des études, une famille, des amis.
Ce n'est pas simple de me repositionner dans une structure sociale. Je rêve d'apprendre plusieurs langues, de voyager et de faire des études de psychologie. D'un mot, comment vous définiriez-vous aujourd'hui ? Survivante. Aujourd'hui, Natacha a obtenu son baccalauréat. Elle prend des cours de chant et d'équitation. J'ai écrit ce récit en lisant les articles de l'époque, en particulier ceux du Monde, qui veulent que je les cite. J'espère qu'il vous aura plu, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain.